Bienvenue dans l'Atelier du Sourire, le podcast du dentaire signé Ardentech. Un podcast dédié à celles et ceux qui façonnent des sourires durables pour les patients. Je me présente, Christophe Queusséan, prothésiste dentaire et gérant des 3 laboratoires Ardentech. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter Laurent Munro, prothésiste, président du syndicat UNPPD. Il est venu spécialement de Paris pour la première de l'Atelier du Sourire. Merci Laurent. Salut Laurent, merci d'avoir quitté ta capitale pour la première de l'Atelier du Sourire, le nouveau podcast du dentaire signé Ardentech. Alors, j'ai plein de questions à te poser. Et la première, c'est qui tu es et qu'est-ce que tu fais ? Présente-toi. Eh bien, je suis Laurent Munro, je suis le président de l'UNPPD, donc l'Union nationale des prothésistes dentaires. Mais avant ça, je suis moi-même prothésiste dentaire. J'ai un laboratoire de prothèses dentaires à Palaiseau, dans l'Essonne, dans la région parisienne. Et je suis spécialisé en orthodontie. Ok, donc chef d'entreprise et prothèse dentaire, donc super, c'est un labo d'ortho. C'est un labo d'ortho, j'ai 8 salariés et je ne sais faire que ça. Ok. Et aujourd'hui, donc tu es président de l'UNPPD et tu défends l'artisanat. Mais pourquoi tu fais ça en fait ? Pourquoi ? Ça fait combien d'années et pourquoi tu le fais ? Non, il n'y a pas de raison comme ça. Moi, j'ai toujours eu un peu la fibre associative et autres. Et puis, c'est des rencontres qui ont fait que j'avais envie de m'occuper de la profession plus que dans mon laboratoire et dans mon entreprise. Donc, je me suis intéressé d'abord à la formation parce que j'avais une spécialité. Et donc, j'ai été enseignant, j'ai été correcteur des examens, j'ai été pour écrire les sujets, je me suis occupé de tout ça, et puis au fur et à mesure, t'es entraîné. Quand on s'occupe de la formation, après on s'occupe peut-être un peu plus et depuis quand de la convention collective. Président de l'UNPPD ? Là, vraiment, je suis président depuis 2016. Et avant, tu étais Avant, déjà... j'ai été secrétaire général pendant des années à l'UNPPD. Ouais, voilà, donc tu connais bien le sujet. Bien sûr. L'UNPPD, qu'est-ce que c'est pour ceux qui nous écoutent ? L'UNPPD, c'est un vrai syndicat patronal. Il faut bien faire la différence. C'est pas une association de prothésistes, c'est un syndicat patronal qui est inscrit, qui est représentatif, où on montre patte blanche parce qu'on a des adhérents en nombre suffisant pour représenter la profession par rapport à l'ensemble des entreprises. Et donc, dans cette vue-là, on s'inscrit dans les gens qui vont être interpellés pour faire tout ce qui est paritaire, c'est-à-dire tout ce qui se négocie avec les syndicats de salariés qui sont représentatifs dans notre branche, la convention collective, mais aussi tout ce qui se passe dans la formation, dans ces choses-là. Et donc, on est l'interlocuteur privilégié parce que l'UNPPD est le seul syndicat existant dans la profession de prothésiste dentaire. Et donc, nous sommes interpellés par les pouvoirs publics dès qu'il y a une problématique et nous-mêmes, nous interpellons pour les prothésistes dentaires. Pour nous prothésistes, vous servez à quoi ? Votre rôle, pour nous ? Alors, je sais pas, il y en a qui peuvent considérer que ça sert à rien, mais quand on est une profession structurée, qu'on a sa propre convention collective, qu'on a sa propre organisation, forcément, il faut des gens pour la suivre. Et il faut des professionnels comme moi, mais comme d'autres qui m'accompagnent au niveau du bureau de l'UNPPD, du Conseil national de l'UNPPD, pour participer à des commissions, des réunions, des choses comme ça. Quand on dit, par exemple, en ce moment, il y a une grille des salaires des rémunérations dans la profession en fonction des échelons et tout ça, eh bien, il y a une discussion qui se crée. Il y a les syndicats de salariés qui disent, voilà, il faut augmenter les salaires. Il y a le gouvernement qui nous dit, il faut que votre salaire soit absolument au-dessus du SMIC, sinon ça sert à rien. Il y a depuis... Ouais. Il n'est pas si loin. Ah bon ? Le premier échelon est tout près du SMIC. C'est pour ça qu'on va devoir, dans quelques semaines, renégocier et augmenter... le premier échelon, le premier échelon, il est peut-être à 20 € du SMIC. Ah oui. Donc du coup, si on ne veut pas qu'au mois de juillet, s'il y a une revalorisation, qu'au mois de janvier de l'année prochaine, s'il y a une revalorisation, qu'on soit en dessous du SMIC, il faut bien qu'on revoie notre grille. Et puis, c'est normal aussi de revoir l'ensemble des salaires. Ce ne sont que des salaires minimums. Et donc, on essaye de donner des salaires à des gens qui ont eu des formations dans la prothèse dentaire, qui ont de l'ancienneté. Mais il n'y a pas que les salaires dans la vie. Il y a aussi tout ce qui va avec, tout ce qui accompagne justement la vie d'un salarié dans un laboratoire. Vous avez combien d'adhérents ?
À l'UNPPD, on a 700 adhérents. Mais comme nous sommes le seul syndicat représentatif de la profession, forcément, on représente les 3000, quasiment les 3000 laboratoires de prothèses dentaires, puisqu'il n'y a personne d'autre que nous. C'est que nous qui pouvons nous en occuper. Bien sûr. Et c'est pour ça que dans la branche, il y a non seulement l'adhésion à l'UNPPD, qui donne certains avantages particuliers aux adhérents, mais il y a aussi une participation au dialogue social que les laboratoires doivent payer, qui est un 0,15 de la masse salariale, qui nous sert justement à financer toutes les opérations qu'on doit faire pour les prothèses dentaires et pour tous les prothèses dentaires et pas seulement les adhérents. Alors en France, ça représente quoi le poids économique de notre branche? Le poids économique, ça dépend par rapport à qui on se place. Mais le poids économique, on est à peu près à un peu plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires de la prothèse dentaire en France, hors importation. Ça fait quand même un chiffre suffisant par rapport aux 7 milliards et quelques qui sont dépensés en prothèse dentaire par les patients qui vont chez les chirurgiens dentistes. Après, si tu compares l'économie de la ouais, par rapport à la boulangerie, c'est sûr qu'on est beaucoup moins représentatif, qu'il y a beaucoup moins d'entreprises. Néanmoins, on reste une activité qui est essentielle pour la population, à notre avis, puisque c'est quand même refaire le sourire des gens, redonner une esthétique aux personnes et les accompagner dans leur parcours de patient avec l'aide du chirurgien dentiste, ou plutôt c'est nous qui aidons le chirurgien dentiste. Oui, bien sûr. Bon, alors maintenant, un sujet qui revient, on n'entend que ça, l'importation. T'en penses quoi ? J'en pense que l'importation... elle existe chez nous depuis bien des années aujourd'hui. Les premiers labos qui ont commencé l'importation, ça fait maintenant presque plus de 30 ans que ça existe. Le souci qu'on a, c'est que ces dernières années, notamment avec la conjonction de l'après-crise Covid, de la convention dentaire, qui a plutôt mis des produits en avant, comme les zircones ou les produits monolithiques. Du coup, on a encore plus aujourd'hui de recours à l'importation de la part des cabinets dentaires, que ce soit les cabinets mutualistes, que ce soit les cabinets commerciaux, qu'on peut dire, puisque les centres dentaires qu'on a vu fleurir un peu partout, parce que y a eu une appétence et une manne financière en vue pour certains investisseurs qui ont carrément créé des centres dentaires, et puis aussi les cabinets dentaires libéraux qui se sont dit, puisque les autres y vont, pourquoi nous on n'irait pas, et qui ont vu également l'appât du gain, certainement. Alors là, on parle beaucoup des cabinets, mais il y a aussi les prothésistes dentaires aussi qui ne disent pas à leurs praticiens la provenance de dans la fabrication de prothèses qui envoient à l'étranger. Bien sûr. Alors il y a tout le monde finalement qui participe à cela. Déjà peut-être quelques-uns par force, parce qu'ils voient bien que s'ils font pas ça, ils n'ont pas trouvé d'autres moyens pour le faire. Heureusement, il y a quand même des labos qui fonctionnent aujourd'hui sans faire d'importation, et on essaye de le démontrer, et tu en es un digne représentant. Mais aujourd'hui, ce manque de transparence, c'est ça qui nous embête. C'est-à-dire qu'à la fois le patient ne sait pas d'où vient sa prothèse. Quelquefois même, les laboratoires ne disent pas forcément qu'ils importent. Quelques-uns importent partiellement ou complètement ou juste quelques produits. Ça, c'est difficile à mesurer. Mais l'activité de prothèse dentaire, elle se mesure dans une masse. Aujourd'hui, moi, je ne sais pas qui fait de l'import ou qui n'en fait pas. Je peux le savoir quand il y en a qui l'affichent, puisqu'il y a des grands noms aujourd'hui où on sait très bien qu'ils sont importateurs. Il l'assume de plus en plus. Là, il l'assume, et même je vais dire, il le revendique quasiment. Il le revendique. Pourquoi il le revendique ? Pour le prix. Pour dire c'est pas cher. C'est chinois, venez chez moi, c'est pas cher. Oui, mais ils disent aussi, nous, on est capable, avec des laboratoires chinois, de faire des bons produits qui seront dans la bouche des patients pendant plusieurs années. Mais sans traçabilité, parce que souvent, ils la remettent pas, cette trace.
C'est pas vrai, ils mettent de la traçabilité. Après, la problématique que nous avons, c'est que cette traçabilité, elle peut pas être contrôlée. Parce que autant toi et moi, on peut être contrôlés par la NSM demain, qu'on vienne ouvrir tous nos tiroirs, regarder si nos petits pots de résine, de céramique, ils sont à jour, qu'il y a bien la date, qu'il y a bien les choses, qu'ils iront jamais en Chine pour le contrôler. Bien et sûr. Ça, c'est ça qui est pas normal. Et c'est ça que nous dénonçons aujourd'hui. Ce qu'on dénonce, c'est ce manque de transparence qu'il y a dans notre profession de la part des chirurgiens dentistes qui ne disent pas, eux, d'où vient la prothèse, parce qu'il y a quand même une réglementation européenne qui existe depuis 1995, qui, dès le départ, voulait qu'on sache de quelle origine venait la prothèse. Elle n'était pas obligatoire. Depuis quelques années, la déclaration de conformité est obligatoirement remis aux patients en Europe. Ce qui n'est pas le cas, parce que les praticiens ne veulent pas le faire. Et pour cause. Parce que quand peut-être un patient va voir qu'il y a écrit Shenzhen, Chine, sur sa déclaration de conformité d'origine de la prothèse, forcément, ça risque pas de plaire à tous les patients. Nous, ce qu'on veut, c'est que cette réglementation soit respectée, que le patient soit informé et qu'on puisse mettre en avant la fabrication française au lieu de la fabrication chinoise. Moi, je regrette, en tant que président de l'UNPPD, la tendance qui est aujourd'hui complètement ouvrir le fait que c'est bien de prendre la prothèse chinoise, c'est aussi bien qu'en France. Moi, maintenant, le discours que j'entends, c'est, vous savez, les Chinois, ils font des voitures électriques aussi bonnes que les voitures françaises, voire meilleures, donc ils sont capables de faire de la prothèse dentaire. Non, mais le problème, c'est pas la fabrication, à la limite. On va pas aller chercher sur la qualité. Il y a certainement des labos chinois qui font de la bonne qualité. Attends, le problème, il vient aussi pas que de la prothèse, parce que tiens, un praticien qui prend déjà la prothèse chinoise, derrière, même le ciment de scellement, il va aller chercher le moins cher. Ça, c'est un autre problème. Ça va avec, c'est un ensemble. Le patient lui met tout et n'importe quoi dans sa bouche. Et pourtant, le prix n'a pas changé. Oui, mais tu sais, tu viens de dire ça. Mais les praticiens, moi, que je rencontre, ils me disent, et vous, laboratoire, vous achetez pas des galettes de zircon en Chine ? Vous achetez pas de la résine en Chine parce qu'elle est moins chère ? Ah, mais il y en a qui le font, mais tant pis pour eux. Ou des dents au Pakistan parce qu'elles sont moins chères ? Mais la qualité, elle peut pas être là, je suis désolé. Non, la qualité n'est pas là. Mais pour avoir des produits plus compétitifs, on en arrive à faire des détournements et on brade la qualité au détriment du prix, parce qu'aujourd'hui, les seules choses... Quand un client t'appelle, quand un nouveau client t'appelle à ton laboratoire, que ce soit toi ou moi, qu'est-ce qu'il te demande ? Envoyez-moi vos tarifs. C'est tout ce qu'on nous demande. C'est vrai. On s'occupe même pas de si notre dent, elle va être belle, si notre appareil, il va être fonctionnel. Bon, déjà, s'il nous appelle, c'est qu'il a entendu parler de nous. Ça commence comme ça. Mais pas forcément pour tout le monde. Pas forcément pour tout le monde. Toi, tu fais ça parce que tu as développé une image, tu as quelque chose. Mais il y a des labos qui sont des labos de proximité où des gens les appellent, ils savent pas qui c'est, ils ont regardé dans l'annuaire dentaire ou autre, et puis ils trouvent un labo, ils l'appellent, ils lui disent envoyez mes tarifs, et ils vont comparer 10 labos qu'ils ont appelés, ils vont comparer les tarifs, il va lui dire celui-là, la couronne de machin, elle est moins chère, je vais la prendre là, et puis là la jointe, elle est moins chère, je vais la prendre là. Et c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que on a financiarisé cette profession du secteur dentaire, et que aujourd'hui les seuls critères qui sont mis en avant, c'est le prix. D'ailleurs, il y a quelques années, on s'est battu pour que dans les revues dentaires, l'information dentaire, les revues des chirurgiens dentistes, que le prix ne soit plus affiché, parce que c'était pas normal. Parce qu'on nous dit à longueur de temps que la chirurgie dentaire, c'est du médical et c'est pas du commerce. Alors pourquoi est-ce que c'est inscrit le prix sur une publicité dans une revue pour les chirurgiens dentistes et qu'on leur dit en plus les premières est gratuite ou vous aurez 50% de remise et le patient il aura 50% de remise sur cette prothèse qui va être donnée gratuitement ? Bon alors, maintenant, Laurent, combien de laboratoires sont enregistrés dans le même code NAF ? Alors, parce que là, ça aussi, tu vois, c'est compliqué. Eh ben, c'est compliqué, oui. C'est compliqué. Alors, c'est quoi un code NAF pour comprendre ? En fait, le code NAF, c'est la norme d'activité française. C'est-à-dire que chaque activité, qu'on fabrique du pain, des dents, des habits, des chaussures, ou qu'on soit maçon ou frigoriste ou cinéaste, on a un code d'activité reconnu. Seulement, comme c'est des codes d'activité statistiques, souvent ils regroupent plusieurs choses à l'intérieur. Et nous, le 3250A,
ou le 3250AA, il regrouperait plus de choses que les laboratoires de prothèses dentaires. Il regroupait par exemple les fabricants de dents artificielles, il regroupait les fabricants de fauteuils de dentistes, il regroupait des choses comme ça. Aujourd'hui, au 1er janvier 2027, il y a une révision qui va un peu mieux définir et on va changer, nous, de code APE, puisque notre code APE, ça va devenir 3250YQ. Donc, ça va nous mettre un tout petit peu plus à part que par le passé, mais il y a encore un petit peu de mélange, mais ça commence à se spécifier. Ça sera mieux pour nous, pour les statistiques, pour bien montrer, parce que ça sert justement à calculer quelles sont les importations dans notre secteur, quels sont les chiffres d'affaires, quelles sont les déclarations qu'il y a. Donc, un importateur ne sera pas... Un designer qui envoie à l'étranger, il aura le même code NAF. Il sera dans le code NAF. C'est dérangeant, ça. Moi, ça me dérange. Oui, mais... Et pas prothèse dentaire. D'accord, mais à quoi ça sert le code NAF ? Ben non, mais attends, on est combien ? Alors, on est combien d'avoir le même code NAF en France ? J'en sais rien, parce que comme il y a plus que de prothèses dentaires, moi, ce que je sais, c'est que... C'est ça la question. Est-ce qu'on est les 3000 labos que tu me parlais tout à l'heure, à peu près 2500-3000 labos, est-ce que c'est par rapport au code NAF que tu regardes ou c'est vraiment prothèse dentaire ? C'est plusieurs choses. Oui, on regarde prothésiste dentaire, on essaye d'enlever des laboratoires d'importation qu'on connaît, on essaye de triturer un peu le fichier pour être le plus proche de la réalité possible. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Et puis, il y a des gens qui ont des toutes petites activités, il y en a d'autres qui ont des activités plus grosses. Tu sais, pour les prothésistes qui envoient à l'étranger, c'est dur, tu disais, c'est dur de les reconnaître, en gros. Oui. Mais nous, on pourrait t'aider. Tu sais, je t'en avais parlé déjà. On pourrait et on devrait t'aider. Mais il faut que tu nous sollicites par région. On pourrait faire ça. Oui, après, moi, je suis curieux de savoir, en fait, c'est vachement important, je suis curieux de savoir le vrai chiffre de labos français. Parce que sur 2500, mine de rien, on est quand même... tu as des importateurs, des designers, tu as des centres d'usinage aussi, on les compte dedans. Oui, mais finalement, tous ces gens-là, ils font quand même de la prothèse dentaire, à part les gros labos qui vraiment ne font que de l'importation. C'est tout notre problème. Mais est-ce qu'un designer, c'est un prothésiste ? C'est-à-dire qu'un designer, il a designé, il l'envoie au bout du monde. C'est un prothésiste parce qu'il a réduit son activité. Moi, par exemple, tu pourrais me dire, je suis pas prothésiste, je fais pas de prothèse. Je fais que de l'orthodontie. Pourtant, je suis dans la même nomenclature que toi et je suis considéré comme prothésiste dentaire. Ah oui, vous êtes complet. Les laboratoires qui font des gouttières aujourd'hui, souvent ils sont considérés dans cette nomenclature-là parce que ils font des gouttières, ils sont prothésistes dentaires. Des fois, souvent ils ont quand même fait les études de les cabinets dentaires qui ont leur propre laboratoire, ils sont comptés dedans aussi? Non, pas forcément. Ça dépend si le laboratoire est à part ou s'il est à l'intérieur considéré comme une activité du cabinet. Ça, c'est un autre problème auquel on va s'attaquer bientôt parce que aujourd'hui, on voit qu'il y a un développement de la fabrication à l'intérieur du cabinet, voire du laboratoire à l'intérieur du cabinet. Personnellement, nous, on préfère que ça soit carrément un laboratoire qui s'est installé à l'intérieur du cabinet avec un vrai prothésiste dentaire qui fait de la prothèse, plutôt qu'avoir une petite machine et que ça soit l'assistante qui fasse le maquillage, où là, il y a une vraie déviance de la profession de prothésiste dentaire et de l'objet de faire. Et puis en plus, ça pose pour nous un problème, et ça qui sera un problème du ministère de la Santé, c'est-à-dire que quand un prescripteur est lui-même le fabricant et le vendeur, quelque part, de sa prothèse, forcément, quand tu investis 100 000 € dans une machine pour faire des couronnes, tu as un peu tendance à trouver une couronne à faire à tous les patients qui vont passer dans ton cabinet. Donc, il y a une sorte de rendement obligatoire à obtenir et qui fait que ils ne font plus leur vrai métier et ils n'exercent plus avec le serment d'Hippocrate qu'ils ont je suis d'accord. Comment on dit, prêté serment au départ. Alors, t'es de mon avis, il faut une distinction claire entre fabricant et importateur. Il faudrait une distinction claire, mais honnêtement, on n'y arrivera pas comme ça. C'est pas possible. N'importe qui, quand il s'installe, quand tu as été déclaré ton labo, qu'est-ce que tu as fait ? Tu n'as pas décidé de ton code APE. Tu as mis sur la définition de ton entreprise, quand on t'a demandé, tu as mis que tu allais fabriquer des prothèses dentaires. Eux, s'ils mettent
fabrication de prothèses dentaires ou importation de prothèses dentaires ou fabrication et importation de prothèses dentaires. Ça part après à l'INSEE et l'INSEE t'attribue, en fonction des mots-clés que tu as mis dans la définition de ton métier, il t'attribue ton code APE, ton code NAF. Et ce code NAF, c'est ce qui va te suivre après. Ou alors, c'est à toi de demander de le changer. Mais c'est pas toi qui décides. Et pour eux, c'est comme c'est l'INSEE, c'est uniquement une activité, une référence statistique. Eux, ils ont besoin de compter combien il y a de gens qui font ça et qui vendent des prothèses. C'est pas autre chose. C'est pas là-dessus qu'on va gagner quoi que ce soit. Ça nous sert à... Je vais pas te dire que ça nous sert à rien, mais c'est pas avec ça qu'on faut se battre. Il faut qu'on se batte sur d'autres choses où il y ait des textes qui disent ces gens-là ils fabriquent, ces gens-là ils importent, ces gens-là ils doivent payer de la TVA, ces gens-là ils payent parce que ce qui est pas normal aujourd'hui avec l'importation de prothèses, ce qui nous embête, c'est ce qu'on appelle nous de la concurrence déloyale, ce que les ministères appellent de la distorsion de concurrence. C'est-à-dire que nous, comme on n'a pas de TVA en France, puisqu'il y a une exonération de la TVA pour la prothèse dentaire, bien, les laboratoires d'importation profitent de cette exonération de TVA. Seulement nous, en France, comme on a des salariés, on paye 11% de taxes sur les salaires. Et eux, ils payent rien, aucune taxe sur le... En plus, la prothèse d'importation n'est pas assujettie aux droits de douane non plus, donc ils ne payent pas non plus de droits de douane. Donc ça veut dire que c'est un produit qui rentre en France, qui ne profite pas du tout à l'économie française. Non seulement parce qu'il n'y a pas de salariés qui la fabriquent, mais en plus parce qu'ils n'ont aucune taxe. Aujourd'hui, tu as compris que aussi bien en France qu'avec l'Europe, sur tous les produits d'importation et notamment de Chine, il y a un réveil, trop tard, mais il y a un réveil sur le fait qu'on se fait un peu enfler par les produits chinois qui rentrent sans aucune taxe. On parle souvent d'Amazon, on parle des petits colis. Il y a une nouvelle taxe qui a été établie de 2 € en France sur les petits colis, parce que ces colis ne sont pas assujettis à TVA. Souvent, ils ne payent pas la TVA. Il y a une loi qui va passer en Europe dans les prochains mois, qui va mettre une taxe de 3 € par colis, qui là va s'additionner à la taxe de 2 €. Ça veut dire que ça va faire 5 € par colis. Tu vas dire, pour nous, ça ne changera rien. Parce que nous, même, ce n'est pas des petits colis. C'est des mâles qui viennent dans les aéroports depuis les labos d'importation. Donc, ça ne changera rien pour nous. Mais ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de l'État qu'il y a une problématique avec l'importation qui est exonérée de taxes en France. Et moi, j'espère que nous, on va pouvoir persuader à la fois les partenaires que sont les... Tu parlais de TVA. Ouais. La TVA intracommunautaire aussi, comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas avoir cette taxe mais on est exonéré de TVA, notre profession. Non, mais pas pour nous. Je sais pas, le Prat qui pose une prothèse qui vient de l'étranger. Mais pour l'instant, la loi n'est pas faite. Il faut changer la loi. C'est ce qu'on a proposé au mois de novembre au Sénat. On a proposé une loi qui permettrait d'assujettir à la TVA les prothèses venues de l'étranger. Ça nous a été refusé, ça n'a même pas été discuté au Sénat. Ouais. Moi, je l'ai proposé. On a proposé deux thèmes au Sénat au mois de novembre, pendant la discussion du PLFSS, du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Une qui prévoyait qu'il y ait une taxation à 20% de TVA pour les prothèses d'importation qui venaient hors Union européenne, parce qu'on est dans l'Europe et qu'on ne peut pas assujettir l'Europe, mais par contre, ce qui vient hors Union européenne, on aurait pu. Ça a été refusé notamment par le ministère de la Santé et par le gouvernement, donc ça n'a pas été présenté. Et on a proposé une autre mesure qui prévoyait que soient remboursés différemment les dispositifs qui venaient hors l'Union européenne, notamment de Chine. Il y a eu une bonne discussion sur le sujet, et ça a été balayé d'un trait de plume par la ministre, qui n'a rien compris ou qui a été mal conseillé, un peu des deux, et qui donc a refusé cette mesure, soi-disant parce que ça allait augmenter le prix de la prothèse. Ce que pour les patients, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que ça augmente rien du tout, puisque de toute façon, le patient, lui, il paye déjà la totale. Il n'y a que le dentiste qui gagne sur la différence entre le prix de la prothèse étrangère par rapport à la nôtre. Donc, pour l'instant, il faut continuer à expliquer ça. C'est un combat de longue haleine. J'étais il y a... avant-hier au ministère à Bercy pour voir Serge Papin, le ministre de l'Artisanat, qui j'ai réexpliqué cet état de fait. À chaque fois, ils disent on va voir ce qu'on peut faire, c'est préoccupant.
Bon, ça fait des années que j'entends Ouais. ça, mais il faut continuer le combat tous ensemble, et c'est pour ça qu'il faut que aussi on soit un peu plus précis dans les choses qu'on va mettre en avant et dans les textes qu'on va proposer ou les solutions qu'on va proposer au fur et à mesure. Bon, alors aujourd'hui, les prothèses doivent être tracées, mais dans la vraie vie, est-ce que c'est vraiment appliqué? Écoute, alors il y a deux choses là-dedans. Il y a les laboratoires qui normalement doivent, je l'ai dit tout à l'heure, c'est obligatoire depuis 1995. Normalement, tout le monde doit savoir quelle céramique on a mis, quel pot de céramique et quel numéro de lot de la céramique on a mis dans une dent. Et je prends la céramique, mais c'est valable bien sûr pour tous les produits qui composent une prothèse dentaire, puisque c'est un dispositif médical. Aujourd'hui, ça n'est pas respecté. Pourquoi ? Premièrement, parce que les labos, quelquefois, font l'impasse, malheureusement, parce que les praticiens leur disent « j'en ai pas besoin de ton truc, de toute façon, les patients, ils s'en foutent de la composition, ils s'en foutent de la déclaration de conformité. » Attends, t'as des dentistes qui disent ça à leur labo français? Non, c'est pas possible. Si, ils disent ça à leur labo, et ils disent ça à leurs patients, et ils ne le remettent pas aux patients, Oui, puisque ils le remettent normalement... pas, oui, mais c'est une obligation de la remettre. Oui, c'est une obligation de la remettre, mais c'est surtout une obligation pour nous, en tant que labo, de le remettre. Oui. Et moi, je dis à mes confrères prothésistes, surtout ne faites pas l'impasse là-dessus, n'écoutez pas votre chirurgien Ouais, dentiste, faut la parce remettre. que si un jour il y a un problème, ça sera vous qui serez en faute. Parce que le praticien, il dira toujours « Ah ben mon labo me l'a pas donné ». Ah, Et là, en ce moment, il y a plein de contrôles dans des cabinets dentaires où on leur demande justement la traçabilité, on leur demande le certificat de conformité. Et comme par hasard, le cabinet dentaire appelle le labo en disant « Vite, vite, sors-moi les certificats de conformité des 3 dernières années parce que là, on me le demande et je les ai pas. » C'est pas normal qu'il les a pas. Soit parce que le labo l'a pas donné, soit parce qu'il les a pas gardés. Il devrait les avoir. Et il devrait l'avoir remis au patient. Et après, dans certains contrôles, c'est plutôt intéressant. l'ANSM... C'est intéressant pour nous. Mais bien sûr, la NSM va jusqu'au patient, elle va interroger le patient et elle lui demande « Est-ce que vous avez eu, à ce moment-là, au moment de la pose de votre couronne, est-ce qu'on vous a donné la déclaration de conformité avec la composition, avec l'origine de Quand tu dis la fabrication ?» composition, c'est bien les matériaux. C'est les matériaux. Voilà, parce que moi, j'ai posé une question à un des praticiens que j'avais dans mon labo du Sud, et ce praticien, il n'avait pas de traçabilité d'une prothèse qui venait de l'étranger. Il m'a montré juste un bout de papier, pas de matière première, tu vois. Et ça m'a choqué. Alors, c'est Et un peu pour lui, ambigu. c'était une traçabilité. C'est un peu ambigu sur les matériaux parce que la réglementation européenne est plus ou moins précise sur le sujet. Et on ne sait pas si on doit l'indiquer ou... Bah non, on l'indique bien. Oui, mais nous, on l'indique. Et souvent, tu peux régler ton logiciel comme tu veux, en l'indiquant ou ne l'indiquant pas, parce que c'est écrit que c'est à remettre aux autorités compétentes. C'est qui l'autorité compétente ? Normalement, ça devrait être l'ANSM. L'ANSM, s'il te le demande, tu es obligé de lui montrer. Mais par contre, c'est pas dit que ça doit être écrit sur la déclaration de conformité pour le patient, même voire pour le praticien. Oui, il y a certains pays qui... il sert je vais pas te dire, à grand-chose alors non, au mais final. il y a si on met certains... même pas la matière première. Mais non, mais il y a certains praticiens qui veulent... Il y a certains labos, même dans certains pays, comme l'Allemagne, qui ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'ils ne veulent pas, ils considèrent que c'est du secret de fabrication. Par exemple, le Coca-Cola, personne connaît la recette et ils veulent pas. Eh bien, ils ne veulent pas. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, c'est un peu normal. Ils ne veulent pas que. Mais qu'est-ce qu'on a inventé, nous prothésistes? On n'a rien inventé du tout. Écoute, on est artisans. Ils ne veulent pas. C'est artisan justement, mais c'est ta patte, c'est ta main qui est dessus. Et des fois, il y en a qui veulent ne pas forcément dire que c'est de la céramique de chez Dentorum qu'ils ont utilisé, du métal de chez Intel. Donc ça, ils n'en parlent pas à leurs praticiens. C'est un secret. C'est un secret de fabrication. Ça peut être considéré comme ça. C'est une honte. Non, c'est pas forcément une honte. Moi, je les comprends. On a tellement de concurrence entre les labos. L'Allemagne est quel pays? Oui, parce qu'il y a l'Allemagne, c'est la Turquie. Ils envoient tout en sous-traitance en Turquie. Non, mais toi, tu généralises des choses. Il faut pas dire ça. Il y a des super beaux labos en Allemagne qui font un travail formidable. Donc, il faut pas généraliser. J'en ai visité. Il faut pas généraliser. Moi, je les comprends. En Allemagne, ils ont des habitudes de fabrication qui sont complètement différentes de les nôtres. Ils sous-traitent beaucoup entre eux parce qu'ils font de l'usinage, des choses comme ça, mais comme chez nous, du fraisage. Non, ils font beaucoup de fraisage, de choses comme ça. Encore aujourd'hui. Et du coup, ils ne veulent pas que le praticien sache que c'est pas eux qui le font et qu'ils l'ont donné à leur confrère qui est plus doux en fraisage ou que les machines qui font. Donc, ils ne veulent pas mettre tous les sous-traitants. On a, au niveau européen, on a une différence entre nous sur ce point de vue-là parce que nous, on veut que tous les sous-traitants soient marqués parce qu'à partir du moment où on veut pas que les sous-traitants soient marqués, ça veut dire que le sous-traitant chinois, il est pas marqué. Donc, du coup, c'est pour ça que nous,
avec les autres pays européens, on s'est un peu fâché avec l'Allemagne dans certains côtés à la Fédération européenne des prothèses dentaires parce qu'on n'était pas d'accord sur ce point de vue-là. Donc tu vois bien que les choses sont pas simples sur la traçabilité, sur les choses comme ça. Il y a des obligations. Moi, ce qui compte pour moi, c'est que on respecte au moins ce qui est écrit dans les premières annexes de la réglementation européenne, c'est-à-dire qu'il y a une déclaration de conformité qui doit être faite en précisant l'origine de fabrication. L'origine de fabrication, c'est bien de mettre ça a été fabriqué à Lyon par Ardantec. C'est ça l'origine de fabrication. Si toi, tu as sous-traité une partie parce que tu as envoyé à ZFX, je dis n'importe quoi, ben normalement, tu dois le marquer sur ta prothèse. Parce que ce truc-là, tu le fais pas toi-même. Donc, tu as sous-traité un moment de cette prothèse, tu as sous-traité un élément. Tu es obligé de le mettre à l'intérieur. Normalement, tu dois le mettre dans ta glace. T'as raison. C'est ça qu'on veut qu'il soit inscrit et c'est ça qu'on veut qu'il soit remis au patient pour que le patient sache exactement d'où ça vient. Les praticiens ne veulent pas l'appliquer, ils trouvent des décontournements à la réglementation européenne et ça, c'est pas normal et on va s'appliquer à justement que ça soit fait. Et juridiquement, qui est responsable de la prothèse posée ? Chacun est responsable du travail qu'il fait. Chacun est responsable, c'est normal. Le praticien, il est responsable de sa prescription. Si tu as demandé, s'il a fait un pont entre une 17 et une 13 et qu'il te demande un bridge de cette portée-là, c'est lui qui est responsable si ça pète. Parce que c'était pas de la bonne mais je parlais pas de ça, la mais qualité. Si, c'est une question de responsabilité. Ça, oui. Toi, tu peux parler de la qualité de la prothèse. Mais ça, si le patient, c'est toi qui... il chope une maladie avec une prothèse posée. Eh bien, normalement, déjà, le praticien doit faire une déclaration à la NSM. Parce que tout est prévu dans la réglementation, où il y a une déclaration de matériaux-vigilance, où il y a un problème avec un produit, et normalement, un peu comme dans les voitures ou dans d'autres produits qu'on voit dans les produits alimentaires, s'il y a un problème avec un numéro de lot de métal qui provoque des allergies ou qui provoque quelque chose, eh bien, il doit le signaler, et on devrait presque alerter tout le monde, attention, ce numéro de lot-là. Oh, ouais. Tu remarqueras que ça n'existe pas en prothèse. Il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu de déclaration. La responsabilité, elle est de toi, la fabrication. S'il y a un défaut de fabrication, c'est le prothésiste qui est responsable. S'il n'a pas pris le bon matériau par rapport à la prescription du praticien, c'est lui qui est responsable. Sûr, ça, c'est normal. C'est normal. Le praticien, il est responsable de la pose, il est responsable de sa prescription, c'est-à-dire de la préparation technique qu'il a fait et de la commande qu'il a fait. Et de son choix de prothésiste. Son choix de prothésiste, oui, mais si ça peut se terminer aux tribunaux, et à ce moment-là, on a des experts, il y a des experts dentistes, il y a des experts prothésistes. Par rapport au prix, on en parlait tout à l'heure. Il y a des praticiens qui choisissent au prix. Bien sûr. Pas par la qualité de ton prothésiste, mais par rapport au prix. Bien sûr. Donc c'est pour ça que cette question, c'était par rapport à ça. Cette question, ils prennent leurs responsabilités. C'est eux qui seront responsables s'il y a un problème. Le souci, c'est qu'il n'y a pas tellement de problèmes et qu'ils ne sont pas déclarés. Parce que nous, tu sais, prothésiste, faire un bridge de trou en zircone, on va le faire. Hein. Tu sais, on va choisir notre zircone. On a l'habitude de travailler avec katana. Bien on sûr. va partir là-dessus. Notre céramique, c'est de la Noritake aussi. Tu sais, c'est que des normes CE. Mais maintenant, c'était par rapport au prix de la prothèse qui venait de l'étranger. Mais par rapport au prix, le prix ne rentre pas en compte là-dedans. Est-ce que la prothèse, elle est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne ? Quand elle part de Chine, elle vaut 10 ou 15 euros maximum. Et quand tu as un labo français qui vend une dent à 40 euros, t'en as, hein. Là, c'est une bataille de prix. Hein. Qu'est-ce que tu as dedans ? Pareil. Ou tu as une dent qui vient de l'étranger et que c'est pas dit à son praticien, ou tu as vraiment pris le très bas de gamme en bloc zircone sur Temu, sur Amazon, tu vois ce que je veux dire ? Donc... oui, mais chacun prend sa responsabilité par rapport à ce qu'il fait. S'ils choisissent des matériaux qui sont pas... Oui, mais le prix c'est la conséquence ou c'est le départ, comme tu veux. Mais il prend ses responsabilités. Moi, si je décide de choisir un matériau que je vais acheter sur Alibaba, parce que comme ça, je vais faire de la pub et je vais vendre moins cher, c'est moi qui ai décidé de le faire. Je le fais pas, je décide de pas le faire, je prends que des matériaux CE, je prends que des matériaux sérieux. Et en plus, je les teste et je regarde ce qui va me convenir le mieux. Mais c'est toi qui es responsable. Ta responsabilité de prothésiste. Faut pas qu'ils s'étonnent si un jour ça leur tombe dessus et là ça serait bien qu'il y ait quelques contrôles là-dessus, tu vois, parce que mais contrôle de quoi? Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contrôle. Mais on les connaît les problèmes. Est-ce qu'on les connaît les preuves? Mais non, parce qu'ils ne sont pas déclarés, c'est ce que je viens de te dire. Voilà. Et tant que les problèmes ne sont pas déclarés, parce qu'un praticien qui achète pas cher une couronne, il a presque intérêt, s'il y a un problème, à la refaire et à la payer. De toute façon, il a pris 500 balles pour un truc qu'il a payé 40. Ouais. Bon.
il n'y a pas si longtemps, on t'a vu sur la commission parlementaire. Et en fait, tu peux nous expliquer pourquoi et comment tu as fait pour... Alors là, pour le coup, c'est un peu le hasard parce que en plus de m'occuper de la prothèse dentaire, je m'occupe de l'artisanat en général et même un peu plus des entreprises de proximité puisque je suis à la fois président du NPPD, mais je suis aussi président de la Confédération nationale de l'artisanat des métiers de service et de fabrication, dont les prothésistes dentaires, mais aussi les fleuristes, les coiffeurs, les garagistes, les toiletteurs canins et 34 métiers différents. Donc je suis président de cette association et en plus, je suis vice-président de l'U2P, qui est une des 3 organisations patronales aux côtés du MEDEF et de la CPME. Et donc, à ce titre, je suis invité dans plein de choses. Il se trouve que j'étais invité à participer à une discussion au Sénat sur un truc qui n'a rien à voir, qui était la problématique des holdings et des déclarations de patrimoine des holdings. Donc tu vois, il y avait un gars à côté de moi qui essayait de prouver que quand un super riche mettait son yacht dans la holding, ça appartenait à l'entreprise et pas à lui. Bon. Moi, je suis dans cette réunion pour parler des entreprises de proximité, ce que j'ai fait au début, ce qui n'a pas été enregistré, ce qui n'a pas été rediffusé par nous, bien sûr. Et à un moment donné, l'autre à côté m'énervait avec ses problématiques, quand on sait les problèmes que nous, on a dans nos professions, notamment à cause de grands groupes et de finances, puisque ce sont souvent des investisseurs qui ont beaucoup d'argent, qui vont investir, comme en ce moment ça se fait avec des grands groupes, sur l'achat de laboratoires en espérant à un moment donné le revendre plus cher. Moi, ça m'a un peu énervé et j'ai pris comme exemple la prothèse dentaire pour parler de nos difficultés et de la problématique de la Chine, du non-respect de la réglementation, de la différence entre ceux qui payent des taxes et ceux qui n'en payent pas, avec des produits qui rentrent sans TVA, sans droit de douane et tout ça. C'était parce que c'était dans la discussion et du coup ce moment a été enregistré. Il a beaucoup plu aux sénateurs qui l'ont rediffusé eux-mêmes sur la chaîne du Sénat, sur LCP et sur leurs réseaux sociaux de cela. Et du coup... voilà, ça a servi. Mais honnêtement, les circonstances, j'étais pas invité pour parler de prothèse dentaire, mais il faut utiliser tous les moments qu'on peut avoir pour parler de notre métier. Et c'est l'avantage d'avoir quelqu'un comme moi qui est dans d'autres sphères et qui peut le faire. Ils nous prennent au sérieux maintenant ou pas ? Oui, je pense qu'ils prennent notre problématique au sérieux. Après, ils trouvent pas de solution parce que tu sais, le problème, c'est qu'il y a, comme tu le disais, 2695 laboratoires de prothèses aujourd'hui. Il y a 41 000 dentistes, avec plusieurs dentistes qui sont députés eux-mêmes, sénateurs, qui sont considérés comme des métiers de santé et on a beaucoup de mal à se faire entendre parce que pour eux, on est un peu une sous-profession qui ne vient que leur apporter un produit qu'ils peuvent même acheter ailleurs puisqu'ils peuvent l'acheter en Chine et que ce produit est très bien et qu'ils ne voient pas le problème. Donc du coup, on doit se battre contre la définition qu'on doit faire de notre métier, du produit qu'on vend auprès des sénateurs et des choses comme ça qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas ce que c'est qu'une prothèse. Quand tu rencontres un politique, quand tu rencontres quand tu rencontres un conseiller dans un ministère, tu dois commencer par lui expliquer qu'est-ce que c'est qu'une prothèse dentaire et comment ça se fabrique. Parce que pour eux, ils vont chez le dentiste, ils s'assoient sur le fauteuil, ils ouvrent la bouche, et puis quand ils repartent, ils ont une couronne dans la bouche. Ils savent pas ce qui s'est passé quasiment entre-temps. Ils savent pas qu'on existe. Ils savent pas qu'on existe, ils savent pas que mais quand tu leur expliques, ils se disent bah oui, c'est vrai que c'est pas le dentiste qui est en train de la faire derrière, ou alors c'est très rare. Bien que ils ont l'impression que ça va être super, les nouvelles machines qui va arriver, parce que comme ça, le dentiste, il leur fait croire qu'il va avoir une petite imprimante dans son cabinet et que en 3 minutes, il va pouvoir lui poser la couronne derrière. Nous, on sait que ça va être un peu plus compliqué que ça. Mais même si ça va certainement se développer et offrir des solutions dans l'avenir, avec notamment l'intelligence artificielle. Alors demain, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour protéger ce patient et les labos de prothèses dentaires déjà, françaises ? On vient de le dire. Déjà, on a un manque de connaissance, de reconnaissance. Donc déjà, nous, il faut qu'on fasse connaître. Il faut qu'on fasse connaître
aux praticiens, il faut qu'on fasse connaître au pouvoir public, il faut qu'on fasse connaître aux patients et à la population. C'est pour ça qu'on a essayé de créer un mouvement qui s'appelle Je choisis le sourire Made in France, qui nous permettrait de faire un peu plus de communication grand public sur les réseaux sociaux ou autres, avec les moyens qu'on aura, parce qu'on est une petite profession et que forcément on n'a pas beaucoup de moyens, on va pas faire des pubs à la télé tous les 20 heures, ça sera pas possible. Mais par contre, il y a d'autres moyens. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, toi et moi, à travers d'un podcast, c'est un moyen d'informer même le grand public. Et donc ça sera comme ça qu'on y arrivera. Après, il faut aussi qu'on soit exemplaire. Tout à l'heure, on disait, il y a certains labos qui ne remettent pas la traçabilité, qui ne remettent pas la déclaration de conformité, il faut qu'on éduque, si je puis dire, les confrères qui ne le font pas encore, pour leur dire, faites attention. En faisant ça, vous nous aidez pas, parce que vous démontrez que notre profession n'est pas encore assez représentative quelque part et ne respecte pas les propres règles. Nos propres clients le font, ceux qui envoient en France le font, c'est les autres qui envoient à l'étranger qui le font. Moi, je crois qu'il n'y a pas beaucoup qui remettent là. D'ailleurs, ça a été. Mais moi, ils me le réclament. Tu sais, c'est tout le temps. Il y a maintenant 10 ans, hein, mais il faudrait le refaire. Il y a eu une étude qui avait été faite. Il n'y avait que 15% des praticiens qui remettaient la certificat, la déclaration. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ouais, mais ça date de 95, la loi. Donc, bon. En tout cas, il faut qu'on travaille là-dessus. Et puis, il faut qu'on travaille aussi avec les chirurgiens dentistes, leur faire comprendre que peut-être que quelque part, ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis, parce que au fur et à mesure de faire appel à des labos d'importation, mais faut pas qu'ils s'étonnent qu'il y en a d'autres qui vont développer des centres dentaires au détriment des professions libérales. Faut pas s'étonner que leur profession va être mise au banc, parce que nous, forcément, on va mettre en avant quelques difficultés qu'il y a avec leur profession auprès du public, parce qu'ils ne sont pas complètement dans leur mission médicale qu'ils veulent démontrer. Quand maintenant, et on le verra au Dental Forum qui a lieu bientôt, puisqu'il va y avoir des conférences le 2, 3, 4 avril prochain, quand on va avoir une séance sur l'importation de prothèses dentaires, où on va pouvoir discuter avec un représentant des chirurgiens dentistes qui est là, et que je remercie encore de nous accompagner, parce que c'est pas facile non plus pour un chirurgien dentiste de venir, et c'est Philippe Denoyel qui est l'ancien président de l'Union dentaire, et qui est maintenant à l'Académie de chirurgie dentaire, et qui va discuter avec nous de ce phénomène qui est grandissant pour nous et qui nous embête bien dans notre profession. On va discuter le vendredi soir de la mise à disposition de caméras au cabinet dentaire, parce que c'est une problématique pour nous. Il y a une sorte de concurrence, encore une fois, déloyale, où il y a des labos, des gros labos, notamment d'importation, mais autres, qui peuvent se permettre d'offrir une caméra à un labo, à un praticien, pour s'assurer qu'il va leur donner du travail. C'est interdit. Alors, mais on en parlera, ça. C'est ce qu'on va parler, parce que ça dépend de la façon dont c'est fait, ça dépend de comment c'est fait, mais c'est vrai que ça pose la question sur le cadeau qui est fait à un praticien médical et à la loi anti-cadeau qui existe. Anti-cadeau, et c'est du pénal. Hein. Et il y a d'autres choses. Il y a le chairside qu'on vient de citer, c'est-à-dire la fabrication de prothèses par le praticien eux-mêmes, où il y a aussi une problématique pour nous de profession médicale, quand on est à la fois le prescripteur, le fabricant, le poseur-vendeur, quelquefois, comme je le disais tout à l'heure, on a acheté une machine, on a investi, on a envie de trouver des patients pour le faire. Normalement, c'est pas comme ça que ça doit se faire. La médecine, on s'occupe du patient. On n'est pas là pour vendre des produits qui vont aller. Le médecin, il vend pas les médicaments. L'ophtalmo, il vend pas les lunettes. Et c'est des professions différentes. Il faudra qu'un jour, chez nous, il y ait certainement une dissociation de l'acte prothétique qui rentre en compte. Top. Alors maintenant, demain, comment tu vois cette évolution de notre métier à 5 et 10 ans? Tu sais, alors 10 ans, c'est peut-être trop loin maintenant, parce que... mais à 3-5 ans... Tu sais, on croit toujours que ça va très vite. Regarde où on est ici, avec des ordinateurs. On sait que notre profession, aujourd'hui, elle s'est beaucoup numérisée. Je pense qu'il faut que tout le monde, et je pense que tout le monde a compris chez nous, en tout cas, que la profession, on est dans l'ère du numérique aujourd'hui. L'empreinte alginate ou silicone va certainement disparaître dans les années qui viennent, complètement. La fabrication totalement manuelle ou autre va disparaître.
c'est plutôt un bienfait. On arrive à faire quand même des belles choses avec des produits. Et ça va encore certainement s'intensifier et nous permettre de faire certainement mieux avec l'intelligence artificielle qui va encore améliorer les logiciels de conception, qui va enlever certaines tâches qui étaient plutôt rébarbatives. Je pense à toutes les opérations de préparation de modèles, de choses comme ça, où ça va certainement se faire mieux. Tout ça, c'est en cours, en fait. Ça existe déjà, ça va se développer, ça va améliorer la production, certainement. On va avoir des machines, peut-être que dans les 5 ans, 10 ans, il va y avoir des imprimantes qui feront de la céramique par couche avec différentes couleurs, teintes et tout, et qui arrivera à faire ce qu'on fait par stratification aujourd'hui. Ouais. Ça va certainement se développer. On va pas faire que de la monolithique, ou alors on fera de la monolithique en base et puis on rajoutera des choses par-dessus après. 5 à 10 ans, c'est quoi? C'est ce que tu vois que la prothèse, parce que moi c'est plus pour mais parler regarde l'évolution. Tu sais, il y a eu le chairside, on parlait il y a 5 minutes du chairside, justement, 5 à 10 ans, c'est quoi? Chairside chinois, Turquie, mais si on se base c'est quoi? Est-ce que nous, indépendants, on sera là? Est-ce que vous allez nous aider, l'UNPPD, pour nous préparer à la suite? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que... On a toujours préparé à la suite. Je suis désolé de le dire, mais personne s'en rend compte. Qui a fait les premiers centres de production en France? Les premiers centres de production, on les a fait avec l'UNPPD en créant les CPLD, c'est-à-dire les coopératives de fabrication. À chaque fois, on a fait ça. Alors, peut-être que le temps qu'on le fasse, et comme on essaye dans l'heure du temps, il y en a d'autres qui se mettent sur le système, et du coup, ça devient des centres de production. Mais au départ, on l'a fait comme ça. Parce que les machines étaient très chères et qu'il fallait le créer. C'est pas une critique, ce que je t'ai dit. C'est au contraire, est-ce que vous allez nous aider? Si tu vois le futur, comment tu vois le futur avec ces... Moi, je vois... Il y a Chairside, les groupes et l'importation. Maintenant, demain, nous, indépendants, on compte sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider pour notre futur? Après, tout existe. Il y a 30 ou 40 ans, les structures des laboratoires, c'était que des petits labos de environ 3-4 personnes qui étaient réparties sur le territoire. Aujourd'hui, on voit bien que cette chose-là, ça va quand même s'atténuer. Bien sûr, il y en a qui vont rester. Il y en a qui vont rester tout seuls dans leur labo à faire du travail de qualité, à faire de l'exception. Mais la masse, ça deviendra quand même des labos plus importants qu'aujourd'hui. Et on le voit, c'est déjà le cas aujourd'hui. La concentration du nombre de labos, on dit il y a des labos qui disparaissent, mais il faut avouer quand même qu'il y a une partie de la disparition des labos, c'est dû aussi à la concentration de laboratoires. Oui. Et que, comme on a besoin de personnel, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui restent dans notre profession après avoir été formés, des choses comme ça, souvent la meilleure façon de se développer pour un laboratoire, c'est quelquefois de racheter le petit laboratoire d'à côté, où tu vas prendre la clientèle et deux, trois techniciens qui va venir agrandir ta capacité. Et quand tu agrandis ta capacité, tu peux acheter une machine plus grosse qui va produire mieux, plus de qualité, en plus grand nombre. Oui. Et donc tout ça, ça va continuer. Il ne faut pas croire, la concentration, elle va continuer. Demain, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut faire ce métier, cette branche? Tu dirais de faire C'est un métier engageant, mais c'est un métier d'avenir aussi. On l'a vu. Moi, j'ai commencé à l'école, on sculptait dans de la cire, on faisait des couronnes bagues qui appliquaient à peine sur la dent, avec des limites très approximatives. Aujourd'hui, on fait quand même des trucs hyper précis. Ouais, on fait de l'implantologie, on fait des choses comme ça qui sont vraiment... aujourd'hui, on a un métier qui est enthousiasmant, moi, je pense. Et... moi qui fais que de l'orthodontie, je suis quand même conscient quand un patient il vient avec toutes les dents de travers et puis qu'à la fin on me montre les photos où j'ai réussi à aligner avec les dispositifs que j'ai fabriqués, bien sûr avec le fabricant qui a mis, le praticien qui a mis son travail aussi, mais on est arrivé à faire quelque chose de bien qui va durer dans le temps. C'est pareil pour la prothèse dentaire, je pense qu'il faut qu'on soit fier de ça et il faut que les gens comprennent que c'est un métier entier pour lequel il faut s'impliquer un peu, comme beaucoup de métiers, mais peut-être encore plus le nôtre aujourd'hui. Non pas juste à cause de la concurrence, mais à cause que si tu veux être bon, il faut quand même s'y appliquer, il faut y passer du temps, il faut être très concerné. Et c'est quelquefois un peu ce qui est difficile avec la société d'aujourd'hui où tout le monde veut mettre en avant sa vie personnelle par rapport à sa vie professionnelle. C'est vrai que c'est un métier un peu plus exigeant pour ça, mais c'est un peu comme dans les métiers où on mixte de l'artistique avec du médical, avec de la technologie. Tout ça, ça fait que c'est pas facile à mettre en œuvre. Donc moi je crois que c'est un métier justement complet où chacun peut s'engager et de toute façon,
malgré qu'on peut nous dire il y aura bientôt un vaccin contre les caries, de toute façon, il y aura quand même toujours besoin de nous. Exactement. C'est un moment. Eh ben super. Merci Laurent encore. Merci beaucoup franchement. Et merci à vous de m'avoir invité.